J'imagine que certains d'entre vous sont déjà familiers avec ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Ce concept qui explique simplement pourquoi la société n'arrive pas à se transformer, notamment pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. On retrouve aux trois sommets de ce triangle l'État, ou le gouvernement, les citoyens, ou les consommateurs, et enfin, les entreprises. L'idée, c'est que chacun se renvoie la responsabilité d'agir et que donc rien n'avance. Pour comprendre, un exemple facile est celui des bouteilles en plastique. En tant que consommateur, c'est la seule chose qui m'est proposée, donc je continue à en acheter. Et du côté des entreprises, on dit que les consommateurs continuent à les acheter, donc on ne change pas. En tant que citoyen, on accuse aussi les pouvoirs publics d'être à la solde des lobbies, et de leur côté, les élus renvoient la balle aux citoyens en affirmant que ce sont eux les responsables par leur vote. Enfin, l'État dit que c'est les entreprises qui ont le pouvoir économique, alors ils ne légifèrent pas, et les entreprises affirment, elles, qu'elles ne peuvent pas changer tant que ce n'est pas régulé, car sinon elles seraient écrasées par la concurrence. Bref, vous l'avez compris, un blocage éternel et tous les jours un peu plus de plastique dans les océans, mais c'est pas grave, hein, c'est pas ma faute. Et si les entreprises pouvaient nous sortir de ce blocage? Bon, je ne dis pas que c'est la seule solution, loin de là, mais vous serez d'accord avec moi qu'il faut bien analyser toutes les pistes pour construire le monde de demain. Alors, c'est dans cet esprit que je me suis rendu la semaine dernière aux universités d'été de l'économie de demain, 6e édition à la Cité internationale universitaire de Paris. Un événement organisé par le mouvement Impact France sur une journée qui a accueilli plusieurs milliers de personnes autour de nombreuses conférences, tables rondes et ateliers. Le thème de cette année, rediriger. Ou comme le dit le communiqué de presse de l'événement, en se réunissant autour du thème rediriger, les mouvements d'entrepreneurs engagés proposent de renouveler profondément les pratiques du pouvoir des dirigeants économiques pour répondre aux attentes des Français et des Françaises. Bon, alors j'ai passé toute la journée à suivre plusieurs conférences et je vous propose une synthèse en 5 idées, ou plutôt 5 pistes de réflexion pour construire l'entreprise de demain. La politique, elle est faite par ceux qui parlent et par ceux qui agissent. Et donc, je crois que ça nous donne d'autant plus de légitimité, de courage, en tout cas de responsabilité à dire, nous, ce qu'on pense, à dire quelles sont nos valeurs, à dire que nous pensons que la responsabilité d'un chef d'entreprise, ce n'est pas seulement sa rentabilité financière, même si c'est hyper important, mais c'est aussi de faire tenir l'économie dans le donus, dans ses limites planétaires. Et c'est aussi d'assurer à tous un plafond social, faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement, que quand on travaille, on peut s'acheter à manger et on peut se loger. Donc je crois que si les autres disent et poussent leurs idées, nous, on doit dire et pousser nos idées aussi. Et je crois que c'est toute la raison d'être d'Impact France. La politique, elle est faite par ceux qui parlent et ceux qui agissent. Avec cette phrase, Julia Faure, cofondatrice de la marque engagée Loom, pose la première de nos idées. L'idée que l'entreprise a un rôle à jouer, un rôle parfois même militant, dans la construction du monde de demain. J'ai été assez surpris que le sujet de la montée de l'extrême droite soit presque central dans cette conférence d'ouverture dont vous venez de voir un extrait. Le monde aujourd'hui est le théâtre d'un débat, voire d'une guerre d'idées, et dire que tout est politique, en incluant les entreprises, m'a beaucoup plu. Si les entreprises et leurs dirigeants ont des valeurs, qu'ils n'hésitent pas à le faire savoir, car ils ont un énorme pouvoir de persuasion auprès des citoyens et des politiques. D'autant plus dans une société dont la gouvernance ne jure que par l'économie. Et si les entreprises ont des choses à dire, elles ont aussi les moyens de les mettre en œuvre. Car 1, elles ont une stratégie qui existe souvent sur du plus long terme que nos choix individuels ou les mandats politiques. 2, elles savent faire des concessions, des compromis et négocier, ce qui est terriblement d'actualité. Et 3, elles peuvent passer à l'acte assez simplement et rapidement de leur propre chef, ce qui est moins simple pour une collectivité par exemple. Le rôle de l'entreprise est donc indéniable dans la construction du monde de demain. Créons au sein de nos entreprises les conditions de la cohésion, les conditions de l'adhésion, les conditions de la participation, et nous formerons, ce faisant, des citoyens qui seront beaucoup plus participatifs et nous contribuerons à la cohésion sociale. Moi, je crois qu'il n'y a pas de cohésion sans considération. Construire la cohésion sociale est en effet un des rôles majeurs de l'entreprise. Et pour faire le lien avec la dimension politique dont nous venons de parler, Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, rappelle que le mal-être au travail engendre naturellement un mal-être citoyen. Le bien-être, la santé mentale, la surcharge, les conditions de travail ont été un sujet majeur de la matinée de cette université d'été. Je n'ai pas besoin de vous détailler tous ces sujets, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, mais ce sont des sujets évidemment essentiels. L'intervention de Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, a été assez intéressante sur ce point, parce qu'il a mis en avant l'idée que la transformation même de l'entreprise a des impacts concrets sur la vie des salariés. Par exemple,
Si vous êtes muté, disons que cela change un peu votre quotidien. Un sujet éminemment important pour la SNCF, de par l'ampleur de son nombre de salariés, mais aussi car elle est maintenant sujette à la concurrence, qui est en train de profondément remodeler l'entreprise dans son ensemble. Jean-Pierre Farandou affirme par ailleurs qu'il construit le progrès social au sein de l'entreprise, et vous savez comme moi que la SNCF, d'autres grands groupes et les syndicats ont un pouvoir non négligeable dans la construction de notre modèle social. Dans une autre table ronde, Boris Vallaud, actuel président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, synthétise en disant que les salariés demandent simplement de la dignité. On le dit, on le répète inlassablement dans et après, le monde de demain sera nécessairement plus local. Et cela vaut aussi pour les entreprises. D'abord parce qu'à l'image du consommer local, travailler ou employer local devrait être la norme. Et je ne vous parle pas des gens qui travaillent dans un autre pays ou qui prennent fréquemment l'avion pour leurs déplacements professionnels. Vous n'avez pas besoin de moi pour tirer vos propres conclusions sur ce sujet. Je vous parle de la majorité des travailleurs. Laura Wagner de la plateforme 1 km à pied a donné à ce sujet plusieurs chiffres très intéressants. Le trajet domicile-travail moyen des salariés français est de 13,3 km à l'aller contre 3 km à l'aller dans les années 60. Et avec 75% des travailleurs qui utilisent la voiture, souvent par contrainte, cela représente un impact carbone non négligeable. De plus, la moitié des actifs français travaillent pour des employeurs multisites. Et de son expérience, il y a souvent un site plus proche du domicile du salarié. Enfin, 69% des Français sont prêts à quitter leur travail pour en avoir un plus près de chez eux. C'est donc, en plus, un véritable enjeu de société. Cette délocalisation générale du travail est d'ailleurs absurde, comme l'a rappelé Ali Rabeh, maire de Trappes, dans la banlieue sud-ouest de Paris. Dans sa ville, certaines personnes font des heures de transport en commun pour aller travailler dans Paris, et inversement, des habitants du 93, donc encore plus loin, viennent jusque dans les Yvelines pour embaucher le matin, pour les mêmes métiers. Ça n'a aucun sens. Il est donc urgent de reprendre tout cela en main. Et au-delà de ces enjeux, on va dire, carbonés, les entreprises jouent un rôle déterminant dans la fabrique des territoires. En effet, la relation et la bonne communication entre les entreprises et les collectivités sont essentielles car ce sont les entreprises qui créent de l'emploi localement et donc qui participent à la transformation de nos villes, départements et régions. Une transformation plus que nécessaire. Et enfin, à une échelle plus macro, relocaliser les entreprises, ramener la production de nos biens de consommation en France, ou comme l'a dit Pierre-Alix Laurey-Bavet de l'Assemblée d'automne, relocaliser les chaînes de valeur, eh bien ça va donner beaucoup plus de résilience à l'économie de demain. Accrochez-vous, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Dans cette quatrième piste, je vous propose de remettre en cause le principe du capitalisme. On le fait souvent dans et après, mais sans prendre vraiment le temps de l'expliquer. Alors, en m'appuyant sur quelques idées récupérées lors de cette université d'été, je vous propose de voir pourquoi on ferait mieux de s'éloigner de cette vision de l'économie. Alors, capitalisme, nom masculin, statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. C'est la définition du Larousse. Alors en gros, je suis riche, donc j'achète une usine et des machines. Grâce à cet investissement, je peux faire travailler des gens qui, eux, n'ont pas les moyens de s'acheter l'usine et les machines. Le travail génère une production et donc un revenu. Et je me retrouve encore plus riche. J'ai fait simple, mais c'est l'idée. Le problème avec ce système, c'est que les entreprises ne sont gérées que dans le but d'une rentabilité financière. Il faut faire fructifier le capital, c'est le seul but, le cap qu'on suit pour chaque décision. Il serait peut-être donc souhaitable de définir des objectifs extra-financiers. On s'en reparle après. Ensuite, là où ça coince, c'est que les salariés, ceux qui fournissent le travail, ne sont pas représentés. Et quand on sait que 75% des salariés en France estiment que la situation environnementale est arrivée à un point critique, tout en déplorant l'absence de politique claire en faveur de la transition écologique dans leur entreprise, forcément ça fait grincer des dents. Alors que faire ? Eh bien, figurez-vous qu'il existe déjà pas mal de solutions. Le modèle associatif, par exemple, qui est tout à fait valable pour faire tourner un business, ou encore la SCOP, Société Coopérative et Participative, où le capital et le pouvoir de décision appartiennent en majorité aux salariés. Ces nouveaux modèles sont essentiels pour penser l'économie de demain. Bon, alors évidemment, je n'ai jamais entendu personne dans les conférences dire « il faut arrêter le capitalisme ». Mais parmi les quelques idées que j'ai entendues qui remettaient un petit peu en cause ce principe de possession du capital, ou en tout cas de redistribution du capital, eh bien, je pense que c'est un début de réflexion sur une sortie progressive de ce modèle économique. C'est pas une posture, c'est pas une idéologie, c'est pas un dogme, mais parce que je pense que c'est la meilleure manière pour qu'on s'ajuste sous la pression des parties prenantes, ou parce que soi-même on est sincèrement convaincu, et qu'on atteigne des objectifs sans être nécessairement enfermé
dans des réglementations, dans des impératifs qui, à la fin des fins, stérilisent en définitive la spontanéité, la sincérité et l'efficacité de nos décisions. Donc ça, c'était Patrick Martin, chef d'entreprise et dirigeant du MEDEF depuis l'été dernier, le syndicat des patrons, qui nous expliquait que les réglementations, ça va bien 5 minutes, mais qu'il fallait pas abuser. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Bon, je vous épargne ce qu'il a raconté sur la difficulté de fermer la branche pétrolière de son entreprise en nous reparlant de la vraie vie façon Patrick Pouyanné. Je connais et je respecte la vie des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Ce qui était intéressant dans toute cette journée, c'était la remise en cause de l'idée que les entreprises font un peu ce qu'elles veulent. Ce qu'on appelle aussi le libéralisme. Alors, libéralisme, nom masculin, doctrine économique qui privilégie l'individu et sa liberté, ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à l'intérêt général. Toujours le Larousse. L'idée, c'est de laisser faire et d'avoir confiance dans les individus et dans ce qu'ils entreprennent, c'est-à-dire leurs entreprises, pour contribuer à l'intérêt général. En gros, si la société a un besoin, libre à moi de venir y répondre en vendant un produit ou un service. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes contraints par les limites de notre planète, qu'il ne faut pas dépasser pour préserver un environnement vivable pour les générations futures, et par le modèle social, on pourrait dire le socle commun en dessous duquel nous plongeons la société dans la pauvreté, la famine, la maladie, etc. On appelle ça la théorie du donut. Il faut rester dans l'enceinte de ces limites pour une société prospère. Et c'est une théorie bien connue apparemment, car elle a été souvent mentionnée d'une conférence à l'autre. Alors, peut-on faire confiance aux entreprises pour rester dans le donut? Là est toute la question. Certains, dont Patrick Martin, estiment que les entreprises sont au courant des enjeux et peuvent agir par elles-mêmes. D'autres vous diront qu'il faut quand même un peu de régulation. Le sujet est évidemment très politique, mais je vais quand même vous partager quelques idées entendues par-ci par-là. D'abord, Ali Rabet, maire de Trappes, nous a expliqué qu'il devait systématiquement rappeler aux promoteurs immobiliers qui œuvrent dans sa commune les besoins et les attentes de son territoire. S'il les laisse faire, il se contente de viser la rentabilité maximale sans considérer les impacts qu'ils peuvent avoir sur le territoire. Un bon exemple de situation où l'intervention est nécessaire pour réguler. Ensuite, Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT, dit qu'il faudrait selon lui conditionner les aides aux entreprises à certains critères, par exemple le respect des accords de Paris. Quand on sait que l'État alloue un budget de 160 milliards d'euros d'aides par an aux entreprises, contre seulement 60 milliards à l'éducation par exemple, disons qu'il y a de quoi faire. Évidemment, c'est un sujet très complexe, car il nécessite d'évaluer d'une manière ou d'une autre les entreprises. Certaines se tournent déjà aujourd'hui vers des labels, comme Bicorp, mais on pourrait aussi imaginer un score officiel type Nutri-Score. Une des propositions de l'Assemblée d'automne était de réguler les entreprises, soit en instaurant des quotas, soit en mettant en place des taxes. Par exemple, limiter le nombre de vols proposés par une compagnie aérienne, ou bien taxer plus fort le kérosène, proportionnellement à l'utilisation. De vrais débats. Enfin, dernière idée que j'ai trouvée à titre personnel assez primordiale, quand la dignité des personnes est en jeu, il ne devrait pas y avoir les mêmes critères économiques que pour une entreprise qui vend des missiles ou des chaussures. Cette phrase, elle n'est pas de moi, mais de Benoît Hamon, qui a abordé le sujet dans une table ronde qui mettait en avant les entreprises du monde de la santé et de la retraite. Pour lui, quand l'intérêt général est en jeu, comme par exemple sur la fin de vie, il est essentiel de contrôler l'activité des entreprises. Moi, je suis assureur. Je mesure, depuis 15 ans que je dirige la l'ANEF, je mesure la progression année après année de l'augmentation du coût des conséquences du dérèglement climatique. Et c'est vertigineux. Un de mes confrères, Henri Decastre, à l'époque patron d'AXA, disait au moment de la COP21, un monde à 4 degrés est un monde inassurable. Quand on dit un monde inassurable, on mesure l'ampleur des conséquences de ce qui va se passer avec une augmentation des températures de 4 degrés. Or, nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène vers ça. Donc oui, il y a une extrême urgence. Si vous regardez cette vidéo, vous le savez, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, il y a urgence à transformer nos sociétés. Que l'on soit d'accord ou non avec le principe que l'économie dirige nos décisions politiques, il est indéniable que les entreprises occupent aujourd'hui une place prépondérante dans nos vies. La construction du monde de demain se fera donc forcément avec leur participation. Comment? Par leur engagement, par les idées qu'elles sauront promouvoir, par la construction d'un nouveau modèle social qu'elles pourront bâtir en leur sein, par la relocalisation et le développement d'un vrai partenariat avec les territoires qu'elles occupent, par une meilleure distribution du capital et du pouvoir de décision par et pour les salariés, et enfin par une remise en cause de leur raison d'être et la mise en place de régulations dans certains domaines.
Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Il y a tant à dire sur le sujet des entreprises, le monde du travail et l'économie en général, qu'évidemment cette liste d'idées est loin d'être exhaustive. Par exemple, j'aurais bien aimé vous parler de la semaine de 4 jours, mais on verra ça dans un autre épisode. J'espère néanmoins vous avoir donné matière à réflexion avec ces 5 pistes, et je serai ravi de découvrir dans les commentaires des idées qui proviennent de votre propre expérience de l'entreprise, alors n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Et si vous voulez soutenir notre travail, je vous encourage à passer sur notre page Buy Me a Coffee, le lien est dans la description. Un grand merci à celles et ceux qui nous soutiennent déjà, et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.